Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Les habitants de la forêt tropicale du Congo. La forêt tropicale du Congo s'étend sur 300 millions d'hectares. Il y a 6 pays en Afrique qui ont une couverture étendue de forêt tropicale du Congo. Le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, RDC, la Guinée équatoriale et le Gabon. 20% des espèces de la planète vivent dans le bassin du Congo. La forêt tropicale du Congo est connue comme étant la grande maison des pygmées. Depuis des millénaires, leur culture demeure intacte. L'UNESCO soutient la préservation de l'identité et des savoirs endogènes des peuples autochtones pygmées, car leur langue et leur mode de vie sont menacés par la déforestation et la sédentarisation. Leurs chants polyphoniques, Aka de République centrafricaine, sont portés sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais est-ce suffisant? Car les pygmées sont en voie de disparition. Leur existence est en danger. Les Batois, les Bakola, les Aka, les Bagieli, entre autres, sont les noms locaux des communautés pygmées, peuples de la forêt qu'on retrouve un peu partout dans la moitié sud du continent africain. Ils ont un rapport vital et spirituel avec la forêt. Une petite introduction étymologique avec le journaliste Elgas. Le mot pygmée lui-même vient du grec pygmaios, qui désigne la coudée, ceci pour désigner la petite taille. Et cette idée va rester alimenter les projections et les hypothèses. Valse de théorie peuple alors les thèses avancées, Homère d'abord qui les localise au-delà de l'océan. D'autres, dans la foulée, les décrivent comme des monstres. Aristote, lui, les situe vers le Nil, en Libye. Chez l'encyclopédiste Pline l'Ancien, ils existent bel et bien les pygmées. Et c'est la naissance plus ou moins formelle d'une science des pygmées construite loin, sans ancrage, et au Moyen-Âge, avec les voyageurs et les explorateurs, ensuite avec Christophe Colomb, les pygmées intéressent toujours avec un regard toujours très très marqué par des considérations déshumanisantes. Thèses contradictoires, localisation douteuse, animalisation, l'ethnologie coloniale doutera s'il s'agit d'hommes ou de singes. Plusieurs siècles ainsi fabriquent des représentations dont le résultat, malgré la bonne foi de certains chercheurs et leur crédit, reste ainsi la déshumanisation des populations qualifiées de primitives. Vivre ensemble dans la forêt. La cohabitation des pygmées dans la forêt tropicale du Congo n'est pas toujours facile. Les pygmées et les bantous, à l'origine, sont 2 populations qui résultent du même substrat paléolithique panafricain, mais qui se sont séparées il y a quelques 70 000 ans. Bien plus tard, à partir de 1000 ans avant notre ère environ, l'Afrique noire dans son ensemble a connu un gigantesque phénomène migratoire. Les paysans bantous ont très tôt investi la grande forêt équatoriale africaine, où à un moment de l'histoire, ils ont interagi avec les pygmées. Et avec le temps, cette interaction a produit les sociétés à composantes bantoues et pygmées que l'on rencontre aujourd'hui encore dans le bassin du Congo. Cohabiter dans la forêt n'est pas toujours facile. Bernard Aristide Bitouga, anthropologue, enseignant-chercheur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala,
au Cameroun. Lorsque vous regardez les rapports de cohabitation qui existent aussi bien au Cameroun que vous soyez au Gabon, en Centrafrique, au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, au Burundi, au Rwanda, qui sont essentiellement les pays où effectivement on retrouve cette communauté. C'est toujours un imaginaire qui connote des sous-hommes. Je ne vais pas dire des animaux, mais il y a par exemple chez les Ngumba une citation assez forte. Quand on vous parle de ces communautés-là, on vous dira par exemple, même si tu prends le pygmée, tu l'amènes au ciel, il restera pygmée. Au début des années 70, lorsque effectivement les Africains eux-mêmes entrent en scène dans l'étude de ces peuples qui étaient une communauté exotique qui fascinait les Occidentaux et dont ils avaient de la peine à classer s'ils étaient des humains ou s'ils étaient des animaux. Et donc, quand nous entrons dans la décennie 70, nous avons des grands noms dans la recherche embryonnaire des peuples autochtones pygmées. Je vois ici la Nguima Godefroy. Je vois ici la mise en place d'une unité de recherche au niveau de l'Institut des sciences humaines qui effectivement avait mis un accent pour pouvoir entrer en profondeur en termes de connaissance de cette communauté qui effectivement intriguait à plus d'un titre les anthropologues occidentaux qui s'intéressaient à cette communauté. Donc je crois que nous sommes là aux alentours des années 70 où effectivement on a un nouveau narratif parce que là c'est des Camerounais eux-mêmes qui vont sur le terrain et la plupart du temps c'était des Camerounais qui étaient pour la plupart des voisins de ces peuples pygmées parce que à côté de Nguima, il faut également situer Félix Lung, par exemple en Centrafrique, avec des travaux de recherche d'Abel Koulininga, qui a davantage travaillé sur les systèmes d'éducation, les systèmes de socialisation des peuples pygmées. Je crois que le narratif qui est celui de cette première vague de pygmologues africains, appelons-les comme ça là, c'était qu'effectivement, ils étaient pour la plupart des grands noirs qui étaient voisins des pygmées et donc ils avaient une meilleure connaissance de ces peuples-là et donc pouvaient donc à partir de leurs travaux de recherche mettre en évidence des données un peu plus objectives, des données un peu plus humaines de cette communauté-là qui effectivement a été présentée pendant longtemps comme des sous-hommes, je n'ai pas envie de dire des animaux évolués. Où est-ce qu'on retrouve exactement les pygmées? Leur localisation dans la forêt tropicale du Congo, les zones qu'ils occupent. Bernard Aristide Bitouga, anthropologue, enseignant, chercheur. Où est-ce qu'on retrouve les pygmées? Terme générique, même si je dois le dire, il faut des évolutions dans la terminologie. On est plus à l'aise aujourd'hui à les désigner par les noms qu'ils se donnent eux-mêmes. Alors, les pygmées, comme on les appelle, on les retrouve dans le grand massif forestier de l'Afrique centrale. Et donc j'entends ici le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, les deux Congos, le Burundi et le Rwanda. Alors si je prends le cas du Cameroun qui est mon pays d'origine, nous avons essentiellement trois grands groupes pygmées. J'entends ici les Baka, les Bakola et les Bedang. Et quand vous allez par exemple du côté du Rwanda ou du Burundi, là-bas, ils se nomment eux-mêmes les Babongo, les Bakoya, les Bagame, les Barimba, les Akula. Et au Gabon, on les appelle les Akwa. Et en Centrafrique, par exemple, vous entendrez là-bas d'autres terminologies, c'est les Aka, les Ba-Aka et les Bambé Zélé. Et vous aurez par exemple du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa, vous aurez là-bas les Baka, les Babenga, les Bakombe, les Benjele, les Baluma. Et si vous êtes du côté de l'Angola ou bien de la RDC, ils auront d'autres noms là-bas, on les appellera pour l'essentiel les San. Alors, ils sont assez marginaux, que quand je regarde les données les plus récentes au niveau de la représentativité socio-démographique dans les pays où ils se trouvent, ils dépassent rarement la barre de 5%. Et donc, ils sont estimés sensiblement autour de 20 à 25 millions. Ils avaient été présentés comme des chasseurs-cueilleurs. Et donc, c'est ce narratif qui est généralement répandu dans les documents qui circulent où on présente ces peuples. Or, à la réalité,
Il y en a qui ne sont pas chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple ceux qu'on retrouve au Burundi, par exemple, eux, c'est des artisans. Et il y en a également qui sont également des pêcheurs. C'est-à-dire que quand vous prenez la région sud-côtière du Cameroun, par exemple, vous avez les Baguélis, par exemple, qui, eux, ils s'exercent à la pêche. Donc, je voulais apporter ces éléments-là. À part la chasse et la collecte, il y en a également qui mènent d'autres activités, d'artisanat, d'agriculteurs même. Et je crois que c'est important que j'ai juste fait cette précision. Plus de détails sur les rapports de cohabitation dans la forêt et dans les villages. Les pygmées sont, paraît-il, peu sociables. Mais est-ce leur vraie nature ? Bernard Aristide Bitouga, anthropologue, enseignant-chercheur. Concernant les rapports de cohabitation entre les pygmées, comme on les appelle avec les bantous, je crois qu'il y a une complexité. Pour nous-mêmes, les chercheurs, nous en sommes encore à découvrir la profondeur historique de ces relations. La première chose qu'il faut noter, c'est que la plupart des communautés voisines des pygmées, quand vous interrogez leur itinéraire migratoire, vous trouvez toujours incrusté des pygmées à l'intérieur. Parce que les pygmées, en tant que connaisseurs de la forêt, généralement jouaient le rôle d'éclaireurs ou de pisteurs pour ces communautés bantoues dans leur itinéraire migratoire. Donc, il y a déjà cet élément important du point de vue historique qu'il faut pouvoir mobiliser. Cette ancienneté de cohabitation qu'il faut prendre en compte. La deuxième chose, c'est ce rapport de main-d'œuvre, puisque quand vous prenez l'essentiel des travaux de recherche et même quand vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte à l'évidence que la main-d'œuvre dans la plupart des cacaoyers, j'entends ici les grandes plantations de cacao, et même des cafés qui existaient encore il y a quelques années dans certains pays africains, notamment le Cameroun. L'essentiel de cette main-d'œuvre bon marché, servile même, puisque ça n'a jamais été même une main-d'œuvre rémunérée à la vraie valeur du travail qui était effectué. Finalement, c'était avec des sachets de whisky frelaté, avec de la monnaie de singe, quelques habits qu'on pouvait leur donner au sortir d'une semaine de travail dans ces vastes plantations. Les pygmées sont à l'origine des nomades de la forêt. Mais depuis quelques années, la notion de nomadisme et de campement se fait rare. Le pygmée se sédentarise. Bernard Aristide Bitouga, anthropologue, enseignant, chercheur. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes complètement sortis déjà du campement pour des villages structurés que vous pouvez sur l'ensemble de l'année arriver et vous trouver ces communautés pygmées installées là de manière confortable. Donc, la notion de campement, elle tenait encore lorsque, effectivement, cette transition tentait encore de se mettre en place avec ce mot de semi-nomadisme. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le nomadisme, il a presque disparu pour laisser place à des communautés sédentaires qui ont des villages et dans le cas du Cameroun même qui aujourd'hui ont des chefferies avec à leur tête des chefs traditionnels. La deuxième chose qu'il est important de relever ici, c'est cette double présence des pygmées avec le village qui est en bordure de route, c'est-à-dire qui est le village de proximité avec les Bantous, et l'autre village qui se trouve en forêt. Parce que les pygmées, dans leur manière d'articuler leur rapport au monde, vivent une vie qui est à cheval entre la route, qui est le village, entre guillemets, le village moderne, et le village de forêt qui leur sert de base arrière, aussi bien pour un certain nombre de rituels qu'ils doivent faire, aussi bien pour une espèce de lieu où effectivement on emmagasine un ensemble de produits, notamment de la chasse, de la pêche et même de la récolte qu'on fait dans de la forêt primaire et qu'on stocke dans ces villages de forêt avant de pouvoir les rapatrier vers le village de la route. Quelles sont les croyances pygmées? Sont-elles liées à la forêt et à la nature? Des précisions avec Bernard Aristide Bitouga. L'esprit central du système de croyances pygmées qu'ils appellent le Mimfura est un esprit qui vit dans la forêt. Et donc, ce rapport à cet esprit, le Mimfura, fait en sorte que
c'est quasiment impossible de voir le pygmée qui pense sa vie en dehors de cet espace forestier. La forêt est vraiment cette matrice qui structure la vie du pygmée depuis la naissance jusqu'à sa phase terminale. Parce que ce soit pendant la grossesse, la femme pygmée enceinte est amenée à vivre en forêt aussi bien pour être en contact avec un ensemble d'aliments qu'elle doit pouvoir consommer pendant sa grossesse pour que l'enfant qui va naître soit l'enfant bien portant. Et lorsque cet enfant est arrivé au monde, il doit être socialisé à la maîtrise des arbres, leur qualité, leur vertu. Il doit être socialisé également aux animaux parce que plus tard, il deviendra un excellent chasseur. Et donc, cette vie en forêt, il la traverse depuis son jeune âge jusqu'à l'âge adolescent. Et devenu adulte, il doit être initié à un ensemble de rites, aussi bien les rituels de chasse, les rituels de guérison, les rituels de protection et un ensemble d'autres choses. L'organisation sociale des pygmées est si différente de ce que l'on pourrait penser et vivre actuellement dans notre monde. Le rôle des anciens, la place de la femme, des particularités propres à cette communauté. Plus de détails avec le chercheur anthropologue Bernard Aristide Bitouga. L'architecture sociale des pygmées se structure autour d'un doyen qui est le plus ancien, dont une espèce de Inter Primus Pares. Donc, le plus ancien est comme le chef. Il est juste là comme celui qui est le plus expérimenté et il gère donc au quotidien avec les autres personnes âgées du campement. Donc, c'est pas un rapport d'autorité au sens strict du terme avec les institutions qui sont les nôtres, la justice, la sécurité. Non, c'est une vie vraiment au sens horizontal du terme où il n'y a pas une hiérarchie en termes de statut, où on aurait le chef à ce niveau, les ministres de l'autre côté, les prêtres d'un autre côté. Non, c'est vraiment une structure assez horizontale. Le grand guérisseur est dans son coin, le grand chasseur est dans son coin, la grande prêtresse est dans son coin, mais tout ce monde-là agit en synergie pour pouvoir effectivement donner un mieux vivre. Par exemple, la chasse. La veille de la chasse, toute la nuit, c'est des danses dans le campement qui sont organisés et orchestrés par des jeunes. Et le matin arrivé, tous les chasseurs viennent avec leur outillage de chasse. J'entends ici les flèches, les lances, les filets, et ils déposent tout cet arsenal au centre du campement. Et les femmes sont donc invitées à venir pratiquer un rituel de bénédiction et de réussite de la chasse. Si vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas accéder au campement sans passer par les femmes. Parce que tel que la société pygmée est structurée, les hommes sont généralement mis en retrait et ce sont les femmes qui administrent vraiment au quotidien la société. C'est elles qui sont en contact avec les Bantous pour un ensemble d'échanges et de transactions. C'est elles qui sont effectivement au contact avec l'économie de marché puisque à travers leur production agricole, à travers leurs activités de collecte dans les forêts pour collecter ici les produits forestiers non lignés qui sont une part importante de l'alimentation des ménages en milieu urbain. Donc ce sont ces femmes qui sont vraiment le cœur même de la société pygmée et dont vous êtes amenés lorsque vous voulez effectivement faire quelque chose d'assez important dans les campements pygmées, de vous nouer d'amitié avec la plus ancienne du campement. Elle va donc appeler autour d'elle les autres femmes et pouvoir leur expliquer la pertinence de votre présence dans le campement et pourquoi est-ce qu'elles doivent travailler avec vous pour donner un ensemble d'informations. Le peu que j'ai pu observer dans les campements pygmées, on peut parler d'une gynécocratie, c'est-à-dire une gouvernance par les femmes adultes, je précise ici comme un élément moi qui m'a beaucoup frappé dans les campements pygmées. Un peuple en voie de disparition, détenteur des grands secrets de la nature. L'anthropologue enseignant Bernard Aristide Bitouga a consacré le plus clair de ses recherches à côtoyer les pygmées, à mieux les connaître et à défendre leur droit d'exister.
victimes de la déforestation, de la marginalisation, de la sédentarisation et de leur cohabitation avec les Bantous. Les Pygmées risquent de s'éteindre ou de se retrouver un jour dans des réserves à l'image des Amérindiens ou des Ndébélés du groupe Nguni d'Afrique du Sud. Je ne me risquerai pas de parler de génocide, mais je crois qu'on est en plein dans des modèles d'écocide auxquels les Pygmées sont confrontés, parce que lorsque la forêt, effectivement, est cette matrice, est cette mamelle nourricière de ces peuples, et lorsqu'on voit au quotidien comment ce capitalisme animalistique envahit ces espaces-là, à travers la coupe de bois, à travers l'implantation des agro-industries, c'est le cœur même de leur survie qui est menacé. Et le plus dur dans tout ça, c'est qu'effectivement, on ne leur reconnaît pas des droits coutumiers sur ces espaces forestiers. Voyez-vous, lorsque parfois des réunions sont tenues en marge des concertations d'indemnisation des communautés riveraines, ce sont les Bantous qui sont conduits à la table de discussion et jamais les Pygmées. Et donc, ce sont les Bantous qui parlent par procuration pour les Pygmées, avec tout ce que cela entraîne souvent comme effet de distorsion, puisque généralement, ce n'est pas la cause des Pygmées qui est défendue. Et donc, cela entraîne généralement soit des expropriations des Pygmées sur des vastes espaces qui étaient initialement considérés comme leur milieu de vie. Parfois, c'est carrément des expulsions violentes qu'on vit dans certaines localités lorsqu'il faut parfois soit faire passer une route, soit parfois pour implanter une agro-industrie, soit une palmeraie, soit une grande plantation d'EVA. C'est toujours les parents pauvres de tous ces grands projets structurants. Leurs droits ne sont pas pris en compte. C'est vraiment un écocide comme je l'ai présenté. Il y a des points positifs qu'on peut relever. C'est effectivement l'éducation. L'Église catholique a beaucoup œuvré dans les communautés pygmées pour effectivement leur donner un accès à l'éducation. Toute chose qui a produit effectivement aujourd'hui dans les villages pygmées des titulaires de brevets. Il y en a même qui aujourd'hui ont des baccalauréats et qui poursuivent des études à l'université, des doctorants en sciences politiques et en sciences juridiques qui sont issus de ces communautés grâce effectivement à cet accompagnement. Et donc, cette éducation et le travail des ONG qui accompagnent ces communautés au quotidien ont permis de faire émerger une élite pygmée constituée la plupart du temps des femmes qui effectivement avec un ensemble de renforcement de capacités sont outillées pour pouvoir effectivement porter la voix des communautés autochtones dans les différentes instances, et c'est ce qui a amené il y a encore quelques années à voir émerger dans la sphère politique les premiers conseillers municipaux. Certes, ils sont encore marginaux, mais nous gardons espoir que dans nos milieux ruraux, nous aurons davantage de pygmées qui seront des conseillers municipaux et pourquoi pas des maires plus tard. C'est vrai qu'au niveau du réseau international des chercheurs africanistes sur les peuples autochtones, dont je suis le directeur exécutif, nous menons un ensemble d'activités qui participent à cette prise de conscience sur leurs droits civiques et politiques pour qu'ils puissent non seulement participer, mais également qu'ils puissent être présents en termes de nombre au niveau des exécutifs municipaux. Et nous fondons l'espoir que 2026, nous pourrons avoir pour une première fois au Cameroun des députés pygmées. Et donc, on a eu la chance de pouvoir nous rendre à l'évidence que les pygmées, c'est plus que seulement la chasse et la cueillette, c'est également des artisans, c'est des agriculteurs. Et aujourd'hui, on a des pygmées qui s'essayent dans le métier politique, des choses qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas pensables. Mais aujourd'hui, ces dynamiques sont assez visibles et nous gardons l'espoir que des choses meilleures arriveront par la suite. En deuxième partie de cette édition de Trésors d'Afrique, je vous propose une immersion dans la forêt tropicale du Congo. Vous écouterez les propos de citoyens pygmées et de leurs voisins, les Fang, groupe ethnique bantou d'Afrique centrale. Pygmée, c'est péjoratif, selon l'imaginaire de l'homme blanc. Et ça a été récupéré par le Gabonais, l'Africain. En fait, le pygmée, c'est un état d'esprit.
niveau de la route, on n'a pas de terre. En bas au niveau de la forêt, on n'a pas de terre. Où nous sommes où alors? On chasse les populations autochtones Baka, Bagueri des terres sur lesquelles ils ont longtemps habité, avec pour argument que ce terrain ne leur appartient pas, ils ont hérité des ancêtres bantous. Par ailleurs, les populations pygmées ont un problème d'exécuter des terres dû au fait à l'accroissement de la population. Nous n'avons pas été habitués à cultiver. La forêt que vous voyez, que nous réclamons aujourd'hui, est notre mère nourricière. Et en plus, cette forêt est notre habitat. Eux, ils gardent leurs coutumes et nous avons les nôtres. Moi, je reconnais que nous, les femmes, nous sommes un peu trop brutales. Eux, ils sont le genre pacifique. Alors, on est obligé de vivre puisqu'ils sont à côté de nous. C'est comme ça. On ne peut pas les chasser. Une jeune étudiante pygmée se rend chaque week-end chez elle, à la maison familiale. Ses propos sont porteurs de dignité, d'un respect des traditions et d'une fierté d'être une enfant de la forêt. Quand je suis au milieu de mes parents, je ne me fais pas voir. Je ne veux pas prouver aux parents que je suis un peu cultivée, quoi. Je m'adapte à toutes sortes de vies. C'est important de garder la tradition parce que, tu vois, c'est pas bien d'oublier le passé. Il faut toujours penser au passé. Ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils veulent toujours vivre comme leurs parents. Fang et pygmée. La forêt, aussi grande soit-elle, semble se rétrécir devant un conflit perpétuel entre deux populations issues d'un même tissu millénaire. Il y a une guerre, quoi, entre les Baka et les Fang. Parce qu'un Baka, quand un Baka fait quelque chose devant un Fang ne voit pas qu'un Baka est une personne. Oui, ils sont méprisés. Pourquoi? Tout le monde, nous avons des lois ici. Eux, ils vivent sans loi. Ils ne se soucient pas d'avoir des papiers d'identité. Ils ne veulent pas s'intégrer, quoi, comme le veut la vie d'aujourd'hui. Enfin, ils sont des gens, ils ont des bras, ils ont tout, qui ressemblent aux humains, mais ils ont des caractères assez comme ça. Nous retrouvons l'anthropologue enseignant Bernard Aristide Bitouga pour une analyse des comportements pygmées face au monde moderne qui menace l'identité de toute une population, sous-estimée, pourchassée, victime de violences. Les pygmées sont les détenteurs des secrets de la forêt. Très jeunes, ils sont initiés aux vertus des plantes. Leur présence est indispensable, car ils sont reconnus comme étant un peuple de guérisseurs. La tradition pygmée est en train de tomber plus ou moins en déliquescence. Le fait de vivre en promiscuité dangereuse avec les Bantous et les Blancs. Le fait de demander aux pygmées d'aller à l'école. Le fait de demander aux pygmées de dégénérer la mémoire auditive, la mémoire de la parole et d'accentuer le visuel par la fixation de l'écriture. Donc le pygmée est en train de perdre progressivement son identité. Contraint et soumis au changement, le pygmée sédentaire ne se détache pas pour autant de ses traditions. Quand un pygmée devant un Fang, il doit se soumettre. Quand un Fang dit « je veux ceci, va faire ça en brousse », le pygmée, il va aussitôt que le Fang lui parle, il doit partir, il doit se soumettre aux autres. C'est pas normal, nous qui nous sommes des humains. Pour qu'un pygmée vous rende service, il faut d'abord le traiter violemment. C'est ça? Si les Fangs les dominent, c'est parce qu'ils emploient la violence. Vous ne pouvez pas le traiter comme vous traitez un être humain, comme vous, comme moi, non. Parce qu'on est ici à mettre reprise.
Pour qu'un pygmée vous rende service, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le prenez, vous le bastonnez, vous lui remettez des cadeaux, allez-y faire l'argent. Il va sérieusement, il revient vous remettre du gibier. Mais si vous ne lui faites pas ça, il vous traite comme si vous étiez un idiot. Cette relation entre Fan et Baka du Nord Gabon se présente un peu comme la dialectique du maître et de l'esclave. On croit qu'on est maître alors qu'on est esclave parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'à un certain moment, on ne peut plus se passer du pygmée. Ce n'est pas le bantou qui fait vivre le pygmée, mais c'est le pygmée qui fait vivre le bantou. Tous les jours, il va à la chasse et les produits de chasse sont remis au maître. Tous les jours, il va dans les plantations et les produits des plantations sont remis au maître. Nous sommes des guerriers. Nous avons été bastonnés. Mais nous, on a su, les Blancs ont su nous coloniser. Mais on a été bastonnés. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a été bastonnés, il faut aussi bastonner les pygmées. Non. Je dis qu'un pygmée, pour qu'il vous rende service, vous ne pouvez pas le traiter comme vous et moi, non. Bien sûr qu'il y avait la traite des Noirs. Voilà. Je le sais très bien qu'il y avait la traite des Noirs, mais ce n'était pas comme ça. Puisqu'elle nous attaque aujourd'hui, est-ce que ça c'est la mentalité d'un pygmée? Ça c'est la mentalité des Fans, elle a pris la mentalité des Fans. Parce qu'un pygmée ne pourra jamais attaquer un Fan un jour, jamais. Parler violemment à un Fan, c'est interdit chez un pygmée. Et puis on a hérité ça de la colonisation et les gens de la forêt sont des sous-hommes. Donc nous, les Bantous sont sortis, les pygmées sont restés. Ça descend, ça part du colon à celui qui était en contact rapide avec le colon. Maintenant, celui qui reste en forêt, donc qui a pris la place du colonisé, reste un sous-homme. Donc il y a une logique qui descend et ça s'explique. En fait, l'histoire, c'est que les pygmées et les Fans, avec les Blancs, en fait, toute la communauté, sont partis tous ensemble des mêmes points. Et ce sont les pygmées qui étaient devant. Moi, personnellement, ce que je peux vous dire, je ne peux pas soumettre à partir, je ne sais pas, épouser un pygmée, parce que vu son mode de vie, c'est impossible. Je suis malade, je veux me faire soigner, alors je m'en vais chez les pygmées. Mais bien, je me porte bien, partir chez un pygmée, je ne peux pas. Aujourd'hui, on utilise encore les plantes et pourtant il y a une haute technologie sur la médecine moderne et tout le reste. Mais les gens partent de Libreville, là où il y a toute cette technologie, pour aller se soigner à 400 km d'ici, en plein dans la forêt des abeilles. C'est dire que ces gens sont toujours utiles et ils ont la force de reconnaître cela. Le combat des pygmées est un combat contre la société moderne qui leur donne tous les droits de penser qu'elle est source de dépouillement et de déperdition. Quand j'arrive à Masengelani, je me demande parfois si c'est un village pygmée. Ce n'est pas des pygmées de Centrafrique par exemple. Et j'ai l'impression que c'est des pygmées sédentarisés. Ils évoluent déjà. Comparer les pygmées du Nord à ceux de Masengelani, ce n'est pas la même chose, la manière de vivre, d'accueillir les gens. Essayer de voir chez eux, il y a des matelas, il y a des lits bien faits, c'est propre, on boit du café au sucre. Il y a déjà une certaine évolution. Il n'y a pas de population qui soit restée statique depuis la création. Ils évoluent, mais à quel rythme? C'est ça. Et avec quoi? Qu'est-ce qu'ils acceptent de laisser? Qu'est-ce qu'ils acceptent de prendre chez l'autre? C'est ça le plus important. Ils sont encore les seuls témoins d'une certaine civilisation africaine. Ils sont les seuls qui essaient de garder certaines vertus, par exemple les vertus thérapeutiques, toute la cosmogonie, quoi. Ils sont là, ils essaient de garder tout cet ensemble qu'on ne retrouve plus malheureusement chez les Bantous, qui ont été les premiers à côtoyer les Blancs.
Si ces pygmées acceptent d'évoluer avec, par exemple, cette connaissance des plantes utiles, c'est une bonne évolution parce qu'ils ne se perdent pas. On parle de la mondialisation aujourd'hui, mais il faut bien pouvoir garder quelque chose de soi pour garder ne fût-ce qu'une partie de son identité. Il y a une idée répandue qui veut que les pygmées soient les détenteurs de la connaissance des plantes médicinales et de tout autre procédé, qui veut qu'on désenvoûte, qu'on soigne la stérilité, les folies et beaucoup d'autres maladies. Il faut faire la liste avec le chef. Donc quand vous retrouvez les gens là-bas, ce n'est pas étonnant. Ils ont gardé cela. Pour le moment, je pense que ça se passe bien à Masingilani. Je me demande jusqu'à quand ça va continuer de cette manière, parce que de plus en plus de personnes partent de Libreville pour polluer un peu leur environnement avec l'argent, la boisson, et puis c'est la corruption qui va rentrer, et c'est la prostitution, et c'est l'exode rural. Donc ils sont un peu, on attend ça c'est des mots qui les guettent. Le pygmée, lui, il ne découvre pas l'autre, c'est l'autre qui le découvre d'abord. Lui, il reste chez lui. On lui dit, écoutez, vous êtes mal habillé. Vous devez être dans la civilisation. Comment lui faire comprendre que vous êtes dans la civilisation? On ouvre les grands boulevards dans la... C'est impensable et c'est même faux si on dit qu'on va garder les pygmées cloisonnés dans leur petit environnement. Ce n'est pas possible parce qu'à partir du moment où nous allons vers eux pour demander des services et moyennant de l'argent, on les oblige à rentrer dans la société de consommation avec nous. Ce n'est pas mauvais de connaître l'argent, de connaître la société de consommation, mais ce qui est mauvais, c'est de s'aliéner, de pouvoir se laisser aliéner par cette société. Ils ne peuvent pas évoluer en marge. Le problème entre les pygmées, même pour te donner quelque chose, c'est toujours business, tu me donnes quelque chose, soit l'argent. En fait, il n'y a pas de différence. La différence que je fais les pygmées et moi, parce que les pygmées, ils ont une courte taille. Les pygmées sont comme les autres. S'il y a des clochards chez les Fans, chez les Pouvis, les Ntebi, c'est normal qu'il y ait des clochards chez les pygmées. Pourquoi les mettre en marge de tous les faits sociaux que nous vivons? Pourquoi les mettre en marge de tout ce que nous dénonçons? L'école, le lieu dédié à l'apprentissage et à l'épanouissement, les enfants pygmées, malheureusement, ne parviennent pas à s'adapter à la discipline imposée par les enseignants. La plupart du temps, les enfants Fang se moquent d'eux, les ridiculisent et les rabaissent. À l'époque, on était torse nu comme tu me vois, torse nu, les femmes, les seins dehors, même un morceau de pain, les cuisses dehors. On était d'abord en brousse, on ne connaît même pas qu'est-ce qu'il y a les voitures, qu'est-ce qu'il y a à l'école. Suite des témoignages. Essayons de faire comprendre à l'enfant que, au fait, le pygmée, il parle déjà le même été que vous. C'est un être humain comme vous. En fait, même s'il y a certaines différences, il y a déjà beaucoup de similitudes. Donc, considérez-le comme un être humain. Et ça ne vaut la peine de le traiter comme un homme à part qui vit dans un autre univers. Ça se voit même quand on fait l'appel. Dès qu'on arrive sur son nom, tout le monde se retourne, on regarde. Ils sont obligés de fuir parce qu'ils sont frustrés. Qu'on leur dise, vous revenez de la forêt, vous avez un mode de vie différent de nôtre, tout cela. En fait, ils sont touchés et puis souvent, ils désertent l'école. Les pygmées vont à l'école par imitation. Ils n'y vont pas parce que leur communauté le veut bien, non. Ils y vont parce qu'ils sont en relation avec les Bantous et qu'ils sont conscients que lorsqu'un Bantou est allé à l'école, quand il revient, il est porteur d'un certain nombre d'espoirs. S'il commence à s'habiller très bien, il fait sa toilette comme il se doit. En fait, on va commencer petit à petit à oublier qu'il fait partie en fait, de cette race de pygmées. L'école est un élément déstabilisateur parce qu'en fait l'école peut tout de suite basculer toute une culture.
le pygmée, quand il va à l'école, il se retrouve dans un univers nouveau, dont il n'a pas la maîtrise et qui ne s'appuie pas sur son arrière-plan de travail ancestral. Le dernier refuge des pygmées Babongo. Au sud-est de Lambaréné et jusqu'à la frontière congolaise au sud, s'étendent les massifs du Mayombe et du Chailou, où relief accidenté et végétation foisonnante ont freiné l'expansion humaine. C'est ici que se trouve le cœur intouchable de la grande forêt. C'est l'un des grands refuges des pygmées Babongo. Un peuple autochtone du Gabon, autrefois nomade, les Babongos se sont sédentarisés et pratiquent une agriculture de subsistance. Mais leur société est toujours structurée autour de la pêche, la chasse et la récolte de tout ce que la forêt peut leur offrir. Jean-Bernard Moussoundji, anthropologue gabonais à Sindara, une petite ville historique située dans la province de l'Angounié, dans le département de Tsamba-Magotsi, au Gabon, nous guide vers une région reculée de la forêt tropicale du Congo. Une discussion entre pygmées et Fang, dont la plupart sont instruits. Ils évoquent les chercheurs d'or, la condition de la femme, une discussion dans le vif de la réalité pygmée. Les pygmées sont un peu hostiles à l'étranger, tous ceux qui viennent de l'extérieur. C'est comme une menace au clan, une menace aux valeurs culturelles, une menace dans toute la communauté. Nous sommes ici pour un mois, afin de pouvoir se faire initier et acquérir une connaissance du monde pygmée. En venant vers les pygmées, je reviens aux sources. Je me sens réellement africain. Le pygmée n'est pas séduit par ce que fait l'autre, mais c'est l'autre qui veut voir dans la culture pygmée quelque chose de curieux. Ça dit que vraiment, ça fascine, il faut aller vers l'autre. Qu'est-ce qui aujourd'hui représente la culture pygmée? Aujourd'hui, par le passé, nous utilisons des calebasses. Aujourd'hui, vous avez vu les bidons. Il n'y a plus vraiment de huttes. Il n'y a plus vraiment l'habitat tant que tel. Il n'y a plus vraiment le vêtu des caches-sexes. Il n'y a plus vraiment le cliché ancien du pygmée qui mesurait 1m20 et 1m40. Si nous avons les 1m60. On peut dire c'est que les pygmées ont de sacré, c'est maintenant cet ensemble magico-religieux qu'ils gardent en eux. Si on se détache de ce contexte, c'est fini. L'homme pygmée ne pourra plus exister comme on a vu avec les Indiens d'Amérique qui ont complètement perdu. Les colonisateurs sont arrivés, ils ont cherché à rentrer le milieu pygmée. Et tout en rentrant le milieu pygmée, ils viennent avec eux, avec leur culture. Ils vont faire intégrer leur culture dans le milieu pygmée. Et le pygmée, tout en cohabitant avec le blanc, avec les bantous, qui sont les auxiliaires dans la transmission de la culture blanche, il va intérioriser, c'est-à-dire qu'il va accepter petit à petit le modèle culturel de l'Occident. Ici, il n'y a pas autre chose à faire, les gens ne font que l'exploitation de l'or. Aujourd'hui, c'est des orpailleurs qui le font individuellement. Ils arrivent, ils pesent 2, 3 grammes, 4 grammes, ils repartent. C'est juste pour leur permettre de vivre. On m'a dit que ce n'est plus comme avant où les gens venaient, les sociétés venaient exploiter et ils repartaient. On n'a pas la route ici. Nous, on vit ici vraiment pour la force de Dieu, quoi. On n'a pas la route comme vous êtes là-bas aux villes. Ouais. Tu vois un autre monsieur ici. On va construire comment? Il n'y a pas la voiture qui vient se voir ici. Il n'y a pas l'hôpital ici, il n'y a pas l'école même bien construite ici. Nous sommes trop malheureux. On mange, pour manger, on mange. Mais manger pour nous-mêmes que nous plantons dans les plantations. On exploite de l'or, jeunes comme grands, la majorité exploite de l'or. Il y a plus des hommes que des femmes. C'est comme si les femmes ne travaillent pas l'or. Actuellement, la majorité des femmes, peut-être aux environs de 17h, 16h30, 17h, mais la majorité des femmes actuellement sont en brousse. Là-bas, il y a le CEF, chaque village avec un CEF.
Il y a même leur chef de regroupement. Mais c'est moi qui commente tous ces gens-là, avec les chefs aussi. Personnellement, je travaille avec les pygmées. J'ai formé mon équipe, par exemple, à moins 23 km ici. Les pygmées qui bossent avec moi. Ils sont des gens qui sont durs à comprendre. Ils sont des gens qui se comportent. Quand tu lui dis, bon, moi je t'habille, je te fais ceci, je te fais cela, pour lui, il s'en fout de toi. Il ne te respecte pas. Ce que tu lui dis de faire, il fait le contraire de ce que tu lui demandes. Donc, pour mieux lui être considéré, il faut d'abord le manipuler. Là, en tout cas, il te considère. Il y a les pygmées qui sont auprès de nous ici. Là. Demain, je vais vous donner des gens accompagnés pour montrer vraiment les vrais villages de pygmées qui sont la maison et tout là. Voilà. Et tu peux être beaucoup de temps. Les pygmées ne sont pas tellement maboules, hein. Ce sont des hommes très 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 malins. Ils ont leurs traditions, mais ils ne veulent pas les faire voir à n'importe qui. Si tu n'es pas vraiment attaché avec eux, c'est bougrement interdit. Il y a encore des pygmées là-bas, des vrais pygmées, qui sont encore, bon, ils ont les habits au corps, mais qui ont toujours leur nature dans la mémoire. Franchement, la civilisation ne peut atteindre de plein fouet que ceux-là même qui vivent à la lisière, que ceux-là même qui vivent en relation directe avec les Bantous. Mais ceux qui ont accepté de conserver la forêt comme leur patrimoine culturel, comme leur milieu, ceux-là peuvent encore, au moins pour quelques décennies, lutter contre la diversité du progrès. Voilà. Donc finalement, lorsqu'ils ont réussi à passer ce premier obstacle-là, ils ont évolué ensemble et ils sont tombés devant un grand océan. C'est à ce moment-là que l'homme blanc, lui, a décidé de rester là. L'homme blanc a dit, écoutez, mes frères, moi je reste ici, vous continuez. Les pygmées de Boué, là-bas, chez nous, là-bas, ils commencent déjà à perdre parce qu'ils sont habitués avec nous, dans les villages, avec nous qui sont dans les villages. On marie les pygmées nous marient. Maintenant, ils prennent la civilisation parce que souvent, on leur moque, oh, vous êtes les pygmées, ceci, cela. Maintenant, avec la honte, là, ils sont obligés de jeter leurs médicaments pour rejoindre à nous. Et puis, leur puissance, la moitié nous donne la puissance pour qu'ils se retirent, c'est tout. Chaque peuple doit se reconnaître en fonction de sa culture. C'est tout à fait vrai pour les pygmées, vrai pour les Bantous, vrai pour les Amérindiens, vrai pour les Blancs. Une culture, c'est d'abord cet ensemble de comportements, c'est-à-dire se reconnaître par rapport à un certain fond. Et puis les histoires pour les Blancs, on va amener l'école, il faut danser dans les bars, il faut aller tourner les fesses, tout ça. Bon, ça montre tout le monde le banditisme, et puis on ne peut rien faire encore. C'est dur. Tous ceux qui viennent là, qui viennent applaudir, en fait, ils ne viennent pas applaudir parce que les pygmées dansent, mais ils viennent contempler les pygmées dans leur tissu originel parce qu'ils sont pauvres, en fait, c'est ça. Tout sauf ça. Je vous ai dit qu'ils peuvent faire autant. Tu peux aller à l'école, tu peux faire tout, il y aura toujours de l'immersion. Conflits divers, marginalisation et défis de l'inclusion, à l'heure des pertes de repères, les pygmées sont bel et bien menacés d'extinction. Ce peuple authentique de l'Afrique millénaire, gardien de pratiques ancestrales, preuve vivante qui atteste que l'Afrique est l'alpha et l'oméga de l'humanité. C'était Trésor d'Afrique, notre rendez-vous s'achève. Bonne semaine à vous. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour une nouvelle édition. Ifriqiya FM, la voix africaine.